What up, fools? C'est votre boy Max Carabine pour faire un petit recap de ce qui s'est passé sur la planète des arts martiaux mixtes le week-end dernier, c'est-à-dire le week-end du 30 et 31 août. J'espère que vous avez passé un bon long week-end d'ailleurs. C'était la fête du travail ce lundi, donc la plupart d'entre nous avions congé. Gros week-end sale, évidemment, dans le monde des arts martiaux mixtes, dans le monde des sports de combat. Mais avant tout, je voulais souligner un événement auquel j'ai assisté dimanche, le 31 août, au stade IGA, où a lieu, évidemment, l'Omnium de la Banque nationale, je pense que ça s'appelle maintenant, le gros tournoi de tennis. C'est au Parc Jarry, dans le milieu, dans le fond, dans le court central du stade IGA, avait lieu le Dime Glory Challenge. Qu'est-ce que c'est le Dime Glory Challenge? C'est une compétition de skateboard pas comme les autres. Vraiment, là, un show complètement insane auquel j'ai pu assister dimanche en après-midi. Ça a commencé à 15h. Un petit peu plus tôt, les skaters s'échauffaient, puis ça a duré jusqu'à 21h passées. Donc, près de 6h30, 7h de compétition de skate unique en son genre. Le Dime Glory Challenge fêtait son 10e anniversaire, si je ne me trompe pas. Et pour ce faire, ben, ils ont fait ça en grand, vraiment. C'est un événement qui était commandité évidemment par Vans, mais également par Red Bull, par Yeti. Il y avait Molson aussi qui était de la partie. Il y avait vraiment beaucoup de bons commanditaires. Un événement qui était tellement bien structuré. Shout out à l'équipe du Dime, qui est pour faire ce cours, le Dime est une équipe de skate qui a vu jour là, à Montréal 2008, 2009 à peu près, circa, puis qui ont réussi à se faire un nom dans le milieu du skate là, depuis longtemps. Là, dès leur jeune début, le Dime était très populaire, avait un cult following, comme on dit. Puis là, ben, de fil en aiguille, le temps avance, l'équipe perdure dans le temps. Dime est, au moment où on se parle, une des plus grosses marques de skate au monde. Puis c'est une marque montréalaise, fait qu'on peut être vraiment fiers de ça. Puis ils ont organisé un show de malade, le Dime Glory Challenge. Allez voir les images là, sur Dime MTL. Je vais essayer de vous en mettre un petit peu here and there pendant le podcast aussi, là, mais ça vaut la peine d'aller stalker leur Instagram pour aller voir de quoi avait l'air le show. Je me répète, c'était une compétition de skate pas comme les autres. Fait que débarque au stade IGA, au Parc Jarry. Tu traverses une arche Red Bull, une gros shoes Vans. Ils donnent des tech decks. Tu peux jouer à skate. Skate était d'ailleurs aussi un commanditaire. Là, le jeu vidéo Skate était un commanditaire de l'événement. Tu peux te get de la Molson en masse. Il y avait du Red Bull, Vance était là, donnait toutes sortes de goodies, il donnait des bandanas, il donnait des tote bags. Dime avait d'ailleurs aussi une boutique en partenariat avec Thrasher Magazine, qui était également aussi un partenaire de l'événement. Thrasher Magazine, qui est la bible du skateboard, vraiment le magazine le plus influent du milieu du skateboard, était sur place. Vraiment, là, les plus gros joueurs de l'industrie étaient là. Évidemment, les skateboarders aussi étaient sur place. Le boss, le seul et unique Andrew Reynolds. Certes, le bonhomme est rendu à 47 ans, je pense. Fait que c'est pas le gars qui a pull le plus de tricks. Pas vraiment participé au Dime Glory Challenge. On l'a vu s'échauffer beaucoup au début sur le quarter pipe. Comme je disais, l'événement a commencé à 15h, 15h30, mais les skaters étaient sur place à 14h, là, puis on se pratiquait. Fait que là, on a pu voir Reynolds en action. Il y avait également I Should Wear, gros G I Should Wear, qui était sur place, qui nous a blessé avec ses tricks. Il y avait Jamie Foy de Red Bull, un OG Jamie Foy du skateboard game. Probablement le meilleur skater qui était sur place dimanche. Mais il y avait également Ryan fucking Sheckler. Ryan Sheckler était sur place. Mesdames et messieurs, on a pu le voir en action au stade IGA, plein milieu du Parc Jarry. Sheckler qui a tout pété d'ailleurs, là, qui a évidemment été l'étoile du Dime Glory Challenge cette année en 2025. Shex
pour les intimes. Il y avait également beaucoup de très, très bons skateboarders. Là, franchement, un petit peu plus underground. Je suis pas le gars qui a le plus gros knowledge non plus du game, mais il y avait du gros niveau là, sur place. On avait des Québécois aussi. Léon Chapdelaine était là, Hugo Ballet qui était là, Étienne Gagné était là. Fait que vraiment, là, c'était tout un party. Il y avait quelque chose comme 30 skaters pro à peu près. Fait que là, on s'échauffe. Premier challenge, le rail. Fait que là, de la façon qu'ils ont fait ça, vous allez le voir ces images-là, mais t'as un quarter pipe du côté, disons, du côté ouest du terrain de tennis, puis du côté est, t'as un giga tétra gros bank. Un bank, c'est une espèce de... C'est un bank, man, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Checkez les images, vous allez voir. Fait que il y avait un set de marches dans le bank que tu pouvais, dans le fond, tu pouvais ouvrir les marches, tu pouvais les fermer pour que ce soit juste le bank, ou tu peux mettre un staircase. Brian Dudime a fait un travail extraordinaire, lui et ses clones, là, pour aménager les différentes structures pour les différents challenges. Premier challenge, la plus grosse rail que vous avez vue de votre vie. La rail partait de Berry-UQAM puis se rendait jusqu'à Angrignon, là, littéralement. Là, c'était une asti de grosse rail qui ne finissait plus de grandir. Fait qu'on commence le challenge, la rail est à peu près 10 pieds de long. Les skaters s'élancent, best trick. OK, après un petit 5-10 minutes, on met une rallonge. Brian puis ses clones, ils pull-up, rallonge la rail d'un autre 10 pieds, là, double la rail, un bon 20 pieds, jusqu'à en arriver à la muraille de Chine des rails. Challenge qui a été remporté, selon moi, par Jamie Foy, si je ne me trompe pas. Là, c'est un de ceux qui a le mieux grindé cette dite rail. Puis ça commençait le bal en grand. Vraiment. Puis par la suite, on a remove la rail. Brian et ses clones ont enlevé la rail pour installer un petit ledge, dans le fond, un espèce de petit ledge au centre. Vous pouvez le voir ces images, là, encore une fois, si vous écoutez en audio, là, ça vaut la peine de venir checker votre boy Carabine sur YouTube pour voir les images, là, mais sinon, encore une fois, allez voir ça sur DimeMTL, sur IG, c'était complètement fou. Fait que, gros bank, pop les marches, drop dans le bank, après ça, land sur le ledge, énorme glissade, encerclé d'ailleurs par des coussins enflammés. C'était littéralement le stade IGA était en feu. On a mis une barrière de sécurité pour les skateboarders, mais évidemment, les skaters font pas les choses comme tout le monde. Cette barrière de sécurité était de la pure lave. So, tu ne voulais pas tomber à l'extérieur du ledge. Certains l'ont fait, certains se sont brûlés. D'ailleurs, je leur souhaite un prompt rétablissement. Les gars et les filles, d'ailleurs, il y avait quelques femmes aussi qui ridaient, là, qui étaient excellentes. Sont amusés vraiment sur ce ledge-là. Puis après ça, on a coupé un gap dans le ledge. Fait qu'il fallait descendre le bank, monter sur le ledge, popper le gap pour passer de l'autre côté du ledge, pas tomber à terre dans la lave parce que t'allais te brûler, évidemment. Felipe, un Brésilien, là, un skater, dans le fond, qui manque... il manque ses jambes, pas mal là, en bas des genoux, il n'y a pas de jambes, le bonhomme. Là, fait qu'il fait du skate, man, comme un malade mental. Là, il était très, très fort. Et d'ailleurs, une vedette du challenge du ledge. Je pense que Sheckler aussi a dominé le challenge du feu. Ça, c'était complètement fou aussi. Là, une bonne demi-heure à rider ça. Après ça, enlève ça. Si je me trompe pas, plaque tectonique ont suivi. On a monté littéralement, Brian et ses clones, une pyramide au centre du stade IGA, donc des ruines aztèques, si je me trompe pas, il me semble que c'était des ruines aztèques. La première fois qu'une compétition de skate se faisait en territoire ancien, comme ça. Grosse pyramide, là, vraiment, là, puis là, on s'amusait là, à faire toutes sortes de tricks, descendre le bank, encore une fois, monter sur la pyramide, popper, passer de l'autre côté, get beaucoup de hair. On était très haut dans les airs là, à ce niveau-là. Là, évidemment, une pyramide, c'est quand même assez sorti de terre, disons-le ainsi. La compétition se portait à merveille. On avait un petit ledge aussi sur lequel, dans le fond, il pouvait monter sa pyramide, grinder le ledge, descendre dans le bank de la pyramide. C'était de toute beauté. Il y avait un quarter pipe au bout. Fait que la plupart du temps, quand les riders ils réussissaient un gros trick, ils finissaient ça dans le quarter pipe. C'était de toute beauté.
Puis là, une genre de toune, une toune égyptienne qui semble se faire entendre là, dans le stade IGA. Puis là, il y a quelque chose qui se passe dans la pyramide, ça se met à shaker, il y a de la boucane qui sort. Puis on voit le bout du nez de Imhotep, le sarcophage de Imhotep qui s'élève du royaume des ombres pour venir s'installer là, au top de la pyramide, au centre du stade IGA du Parc Jarry. C'était des images qui vont me rester gravées en tête à tout jamais. Vraiment, c'était un pan de l'histoire, rien de moins, qui était en train de se passer sous nos yeux au stade IGA. Tout le monde fumait, tout le monde buvait, tout le monde disait « Oh my God ». C'était complètement fou. Imhotep ne cessait de monter. Là, il lévitait littéralement au-dessus de sa pyramide. Puis les skaters, peur de rien, ces jeunes hommes et jeunes femmes, ont continué de popper la pyramide, faire toutes sortes de tricks au-dessus de Imhotep. C'était franchement là, divertissant, c'est même pas le mot. C'était complètement débile. Puis ça faisait juste continuer d'être de plus en plus débile. Au Parc Jarry, au Stade IGA, c'était plein à craquer. Des centaines de milliers de personnes étaient amassées au milieu du Stade IGA pour assister à ce challenge, ce Dime Glory Challenge qui va rester gravé dans nos mémoires à tout jamais, vraiment. Puis là, l'épreuve de la pyramide se termine. J'essaie de me souvenir du nom du skater là, qui a bien performé. C'est Tom Shar, le rider, qui a volé la vedette pour le restant de la soirée. Là, est allé d'une performance extraordinaire dans les deux dernières épreuves. L'épreuve Imhotep, pyramide aztèque. Finalement, on tasse la pyramide. Somehow, Brian, qui est capable de faire de la magie, efface la pyramide de la surface de la Terre. Finalement, ça continue de shaker au stade IGA. On comprend pas trop ce qui se passe. Il commence à faire chaud en masse. De la boucane, encore une fois, qui sort du terrain de tennis. Puis on voit un fucking volcan qui sort du sol. Volcan en éruption, extrêmement dangereux. On a d'ailleurs donné des lunettes de sécurité aux gens qui étaient tout près de la surface de compétition parce que ça semblait vraiment très dangereux. Il y avait des équipes de pompiers qui étaient à toutes les extrémités du stade IGA. Un volcan en éruption au centre du stade IGA pour conclure la soirée Dime Glory Challenge. Un volcan qui ne cessait de grossir aussi. Là, au fur et à mesure que l'épreuve avançait, le volcan grandissait, de plus en plus de lave, plus en plus de chaleur, du feu littéralement qui sortait de partout. Tom Shar volait la vedette, couverture du Trasher Magazine. Incroyable événement, incroyable challenge. On a terminé ça en beauté. Il y a un homie à un moment donné qui monte sur le volcan, transfert de l'autre côté. On est à peu près à 500 pieds dans les airs. Là. Facilement 500 pieds dans les airs. Mon boy se promène avec l'épée de Zelda, monte sur le volcan, descend le volcan comme si de rien n'était. C'était littéralement incroyable. J'ai encore peine à croire si c'était un rêve ou si c'était la réalité, vraiment le Dime Glory Challenge. Tout porte à croire que c'est arrivé. Si vous allez voir les Instagram de Red Bull, de Trasher Magazine, de Dime Montreal, de Vans, Skate, plein d'images de tout plein d'angles différents, tout porte à croire que ça s'est passé pour de vrai, mais c'était un fucking movie, c'était un rêve. Big shout-out à l'événement. Il y a fucking un dude qui a demandé sa blonde en mariage, genre en plein milieu du stade IGA, là, devant tout le monde, c'était débile. Shout-out aux MCs. Les MCs ont été incroyables tout au long de la soirée, tout au long de la journée pour nous garder, dans le fond, alertes. Parce que ça semblait dangereux par bout. Là, fait que pour être sûr que le monde s'en aille pas, il fallait des bons MCs qui te gardent en place. C'était le cas de DJ de feu, man. Honnêtement, le Dime s'est surpassé. C'était crazy. Bon. Merci de m'avoir écouté. Fallait que j'en parle, les chums. Fallait que j'en parle du Dime Glory Challenge. J'ai passé toute une petite journée. C'est du skateboard. C'était extrême. C'était débile. Clash in Paris. Parler un petit peu de lutte maintenant. Clash in Paris qui a eu lieu évidemment à Paris. La WWE qui avait un PLE Prime. PLE, c'est quoi ça veut dire déjà? Prime Live Event. Prime Live Event, c'est ça que ça veut dire. C'était en France, Clash in Paris, gros événement. Combat principal, c'était un Fatal 4, donc 4 combattants qui s'affrontent.
chacun pour soi. On avait le champion heavyweight, Seth Rollins, qui affrontait LA Knight, Jey Uso et CM Punk dans ce qui a été vraiment un excellent match dominé par CM Punk pour la grande majeure partie du temps. CM Punk était à ça d'aller chercher la victoire, réussir un finishing move sur le champion Seth Rollins, alors qu'il reste pas mal juste ces deux-là au centre du ring. Là, on voit un ninja inconnu, pull-up, sortir de nulle part, sort en dessous du ring, je pense, monte sur le ring, juste alors que CM Punk s'en allait devenir finalement le heavyweight champ. Il se fait nut-shot par derrière, par le ninja, qui finalement se dévoile. Vous l'aurez deviné, c'était Becky Lynch, The Man Becky Lynch, la seule et unique qui vient en renfort à son boy, Seth Rollins. Finalement, CM Punk s'écroule au sol suite à ce low blow-là. Seth Rollins, il va de son fameux stomp kick, étampe le visage de CM Punk une fois de plus contre le canvas du ring WWE au centre de Paris, France. Puis Seth Rollins qui garde son championnat grâce à sa douce Becky Lynch. Donc, un duo qui ne cesse de faire parler d'eux là, au niveau de la lutte internationale. Puis on les a vus aussi le lendemain, là, hier à Monday Night Raw. C'est rendu vraiment le duo de méchants, le Becky Lynch et Seth Rollins. Ce qui a retenu notre attention principalement à Clash in Paris, c'était le co-main event entre le seul et unique Logan Paul de Maverick qui affrontait John Cena dans ce qui a été un des matchs de l'année, vraiment probablement le meilleur match de John Cena cette année ou le deuxième. Il avait fait un bon fight face à Cody Rhodes, je pense que c'était en janvier si je me trompe pas. Puis là, contre Logan Paul, il est allé d'un all-time classique. Logan Paul, évidemment, tellement athlétique, tellement bon. Joue super bien avec la foule aussi. Là. Il adore son rôle de méchant, ça lui va à merveille d'ailleurs. John Cena, qui est redevenu un babyface, c'est là aussi qu'il shine le mieux. On a eu beaucoup d'athlétisme de la part des deux hommes, évidemment. Logan Paul est celui qui va des plus gros volts, si on veut. Là, c'est lui qui saute le plus haut, c'est lui qui fait les plus gros bumps. Mais John Cena était incroyable. Ça a duré 26 minutes. C'est finalement John Cena qui l'a emporté. Fait qu'on était bien stoked de voir ça là, à Paris, la foule parisienne qui était également en feu. D'autres matchs qui ont retenu l'attention. Sheamus contre Rusev, les ennemis jurés, anciennement meilleurs amis, qui se sont livrés une 4e guerre cette année seulement, je pense. 3e ou 4e guerre là, entre les deux. Good old-fashioned Donnybrook, fait que c'était un bar fight type fight, genre bar brawl, c'était barbarique littéralement. C'est Rusev qui l'a emporté grâce à un rear naked choke à l'aide du bâton de Sheamus, donc la plus grande injure. Grosse victoire de Rusev qui domine son adversaire Sheamus. Roman Reigns contre Big Bronson Reed qui ont ouvert le bal. Roman Reigns a finalement vaincu Bronson Reed pour récupérer ses chaussures que Bronson lui avait soutirées lors des dernières semaines. T'es en train de signer les shoes, garoche les shoes autographiées dans la foule jusqu'à temps qu'évidemment Big Braun Breaker pull up, te spear the fuck out of Roman Reigns. Après ça, te l'envoie sur le ring, puis là, lui puis Bronson Reed, chacun leur tour, s'amuse à défoncer le pauvre Roman Reigns. Ce que j'ai pas dit, c'est que Roman Reigns, après avoir été chercher la victoire sur Bronson Reed, a soumis Paul Heyman, le choqué out, ce qui n'a pas plu, évidemment, à l'équipe de Vision, Bronson Reed et Braun Breaker. Fait que là, ils ont fait un des plus gros beat-up que j'ai vu de ma vie là, sur Roman Reigns, là, qui a été transporté d'urgence à l'hôpital sur civière. C'était malheureux, lui qui venait tout juste d'aller chercher la victoire. The Wyatt Six qui gardent leur titre face à The Street Profits là, au niveau du tag team. Fait que c'était un cool event, vraiment le Clash in Paris. Là, je voulais vous en parler. J'adore ce que la WWE est en train de faire comme produit. Puis je suis embarqué dans le bateau, man, puis je voulais vous en parler. Non seulement parce que c'était sick, Clash in Paris, mais parce que l'UFC, en fin de semaine, est également à Paris. Puis on va en parler un petit peu. Le main event de l'UFC Paris, samedi le 6 septembre, ça va être chez les poids moyens un combat de très très haute importance.
Le numéro 2, Nassourdine Imavov, le favori de la foule, le local français d'origine d'Aghestan, si je ne me trompe pas, va affronter le Brésilien, le Fighting Nerds, Caio Borraio, le numéro 7 au monde chez les middleweight. On a 2 combats de très très haute envergure chez les middleweight. Le main event de l'UFC Vancouver le 18 octobre prochain. RDR, Rainier the Ritter contre mon boy Fluffy Hernandez. Mais ce fight-là, ce samedi, Nassourdine Imavov contre Caio Borraio est peut-être une coche au-dessus en termes de le gagnant et le prochain à affronter. Hamzat Chimaev. Qu'est-ce qu'on a là au niveau des bonhommes? Là? Les 2 gars, évidemment, là, Imavov puis Borraio qui sont sur toute qu'une lancée. Nassourdine Imavov, 16 victoires, 4 défaites seulement. Invaincu. Une seule défaite à l'UFC. 2 défaites à l'UFC. Contre Phil Oz. Ça n'a pas bien vieilli pour Imavov, la défaite contre Phil Oz, majority. Sinon, il avait perdu contre Sean Strickland également. Mais sinon, il est sur 4 victoires d'affilée, dont un KO sur Israël Adesanya le 6 septembre, le 1er février 2025, pardon. Il va se battre le 6 septembre contre Caio Borraio. Beaucoup de victoires par KO, TKO. Très bon striker. Imavov a d'ailleurs knocké Israël Adesanya. C'est pas peu dire comme exploit. Là. Imavov qui est potentiellement le meilleur des deux au niveau du striking. A battu Dolidze, a battu Jared Cannonier, a battu Brendan Allen, a battu Israël Adesanya, Joaquin Buckley. Ça, c'est un win qui a bien vieilli quand même. Shabazian, Jan Heinisch. Du lourd là, pour Imavov, là, dernièrement. Jeune, encore 29 ans seulement, donc est définitivement sur une courbe de progression. Là, Nassourdine, 100% son fight le plus important de sa carrière. Main event à Paris, chez lui. C'est une très belle marque de respect que l'UFC lui offre. Mais il va affronter le Brésilien, le Fighting Nerds, Caio Borraio. Il est le chef des Fighting Nerds, principalement. Là, Caio, là, ça a été le premier vraiment à mettre le nom des Fighting Nerds sur la map de l'UFC. 17-1 chez les pros, Caio Borraio. Seulement une défaite. Et ça remonte à il y a très longtemps. C'était son 2e combat chez les professionnels en 2015, juillet 2015. Donc, ça fait littéralement plus que 10 ans que Caio Borraio n'a pas connu la défaite. Lui aussi a battu Cannonier dernièrement, a battu Paul Craig par KO, a battu Abu Magomedov, Michael Oleksiejczuk par soumission. Un combat qui a retenu notre attention, évidemment, c'est son dernier fight à l'UFC contre Jared Cannonier, donc également un gars que Imavov est en mesure de battre. Imavov a passé extrêmement près de finir... Non, en fait, Imavov a terminé Cannonier, si je ne me trompe pas. Ouais, le terminé au round 4. A vraiment fait beaucoup de mal à Jared Cannonier, tout comme Caio Borraio. On se disait tous que on savait que Caio Borraio avait de très bonnes chances de remporter son combat face à Cannonier, mais on se disait que la voie de la victoire allait probablement se passer au sol pour le Brésilien, très très bon en jiu-jitsu. Ceinture noire, si je ne m'abuse, sinon très très bon au sol, Caio Borraio, mais finalement, ça avait été tout le contraire. Elle avait fait une solide guerre sur les pieds contre Jared Cannonier, lui avait pété la gueule une couple de fois, avait été chercher un boni de performance, là, et sur deux bonnes performances de suite, Caio Borraio, mais c'est ça, il avait refusé littéralement d'aller au sol face à Jared Cannonier, voulait prouver à tout le monde qu'il était capable de striker, puis il nous l'a prouvé, le chum Caio, parce qu'il est allé d'une leçon de striking sur un Cannonier qui n'est pas piqué des verres non plus. Si c'est pas que Cannonier est tough, comme un steak à 2 piastres, pas mal sûr que Caio Borraio aurait lui aussi été en mesure de le mettre hors de combat. Encore une fois, je pense que Imavov a peut-être l'avantage au niveau du striking, peut-être frappe un petit peu plus fort que Caio Borraio, mais Caio est un solide striker tout de même. Puis au niveau du sol, ben j'ai pas le choix de donner l'avantage à Caio Borraio. Fait que c'est un petit peu un clash de style. Au niveau de la lutte, je pense qu'Imavov est quand même très solide. Je pense pas que Borraio va être en mesure d'aller chercher des abdominaux au sol aisément. Va définitivement falloir qu'il strike contre Nassourdine Imavov, ce qui promet un excellent combat. Franchement, là,
Si vous êtes plus ou moins intéressé par cette carte de l'UFC Paris, le main event devrait le main event de l'UFC Paris devrait vous convaincre de tune-in en fin de semaine pour checker ça parce que c'est tout un fight. Les middleweight, les 185 livres qui commencent à être une des divisions les plus divertissantes là, dans l'UFC en ce moment, avec un nouveau champion, Hamza Chimaev, des gros noms là, comme un Dricus Duplessis, Fluffy Hernandez, RDR, Borayo, Imavov, les 185, très très bonne division à l'heure où on se parle. C'est un 5 rounds entre les deux. Je pense que ça va définitivement aller dans les rounds de championnat. Je pense qu'il peut avoir un finish d'une part ou de l'autre. Je pense que Imavov peut KO TKO Caio Borayo, puis je pense que Caio Borayo peut soumettre Imavov, peut-être même le ground and pound aussi, mais je pense que j'irai jusqu'à la limite. Là. Je pense que ça va faire les 5 rounds et que ça va être tout un combat. Peut-être un des meilleurs combats de l'année, là, définitivement. Je suis prêt à aller jusque-là. Puis le co-main event, ça promet aussi. On a le Français, évidemment, qui va se battre chez lui pour une 3e ou 4e fois. Benoît Saint-Denis, BSD, qu'on a vu aller chercher la victoire à Montréal en mai dernier face à Kyle Prepolek. Benoît Saint-Denis, maintenant 13e chez les légers, avait besoin absolument de sa victoire-là contre Prepolek, lui qui revenait d'une grosse défaite contre Poirier et une grosse défaite contre Moïcano. Benoît Saint-Denis qui a retrouvé le chemin de la victoire. Va affronter un autre Brésilien, un autre Fighting Nerds, Mauricio Ruffi, qui lui est allé chercher une victoire par KO sur Bobby Green lors de sa dernière sortie, là, un spinning heel kick magnifique, un des KO de l'année jusqu'à maintenant, 12 victoires, 1 défaite pour Mauricio Ruffi. Il n'y a pas de doute que Ruffi, gros striker, va vouloir garder ça sur les pieds face à BSD. C'est déjà fait passer le KO là, en 2019 à sa dernière et seule défaite chez les professionnels. Fait que si BSD est en mesure de couper la distance puis de lander des bonnes patates, comme il est capable de le faire, BSD, il peut quand même mettre Ruffi dans l'eau chaude, j'ai l'impression. Ruffi est un meilleur striker, évidemment. Il se bat à distance. Plusieurs l'ont comparé à Conor McGregor. Dans ses débuts à l'UFC, Ruffi, bonne patte gauche, bon style karaté, très précis, frappe fort, pas peur de feinter, pas peur de narguer son adversaire, très divertissant. Mauricio Ruffi, mais ne pas affronter nécessairement l'élite que Benoît Saint-Denis a affronté, évidemment, en Dustin Poirier et Renato Moïcano, entre autres. Tough, man, les deux headliners de l'UFC Paris sont très, très sick. 2 combats qui sont très difficiles à prédire. 4 combattants très talentueux. Benoît Saint-Denis, il n'y a pas doute qu'il va vouloir amener le combat au sol. Il va définitivement avoir des séquences où il va lutter Ruffi contre la cage, va tenter de l'amener au sol. Ruffi, il n'y a pas de doute qu'il a travaillé sur sa takedown defense tout au long de ce camp-là. Ça promet, man. Ça promet vraiment là, tout qu'un fight. Là. Je pense que Ruffi peut allumer Saint-Denis sur les pieds, mais Saint-Denis est tough, man. Saint-Denis est très tough, donc on se souviendra de son fight contre Elijah Zaleski, son premier fight à Benoît Saint-Denis à l'UFC. C'était fait péter la gueule. C'était un chat, là. Littéralement perdu 4 vies dans ce combat-là, puis il s'est pas fait finir somehow. Je pense que j'ai pas le choix de donner le edge à... Ça, c'est 2 gars qui ont commencé le MMA sensiblement dans le même temps. Ruffi, ça fait 10 ans. Saint-Denis, ça fait peut-être 8 ans. Mais une ascension fulgurante, le Benoît Saint-Denis. Honnêtement, man, s'il est capable il n'y a pas de doute qu'il est capable de couper la distance. Il faut juste pas qu'il se mette la face dans un front kick, dans un genou. Ruffi est tellement un bon striker que je serais vraiment pas surpris s'il réussissait à éteindre Saint-Denis rapidement dans le combat. Mais je pense que si BSD est capable de grinder, d'amener Ruffi au sol, de le contrôler, peut-être pas le soumettre, mais je pense qu'il peut lui faire mal au sol ou tout de même aller chercher une décision avec du control time. Mais ça promet. Ça va être une guerre. Benoît Saint-Denis, c'est la seule chose qu'il sait faire, c'est des guerres. Ruffi, un des combattants les plus divertissants sur le roster, du moins depuis qu'il est dans l'UFC, c'est-à-dire 2024. Il y a 3 victoires par KO en 5 combats à l'UFC.
Quelle fight. Quelle fight incroyable, ça aussi. Tune in, UFC Paris, ce samedi. Après ça, bon, ça commence à s'effriter un peu, là. Modestus Bukauskas contre Paul Craig. Le Belge Bolagioki, qui va définitivement être le favori de la foule, contre Mason Jones. Bon fight. Axel Sola contre Reese McKee. Patricio Pitbull contre Lezeni Keita, un autre Belge. Ouais, c'est ça. Ouais. William Gomi, le français, contre Robert Ruchala. Oumar Sy, le français, contre Branston Ribeiro. Martin Tybura, Ante Delija. Harry Hardwick, Caro Fernandez. Sam Peterson, Trey Waters. Brad Tavares, Robert Brychek. Andreas Gustafsson, Rinat Fakretinov. Et Shauna Bannon contre Sam Hughes. Donc, cool carte, évidemment, top heavy. On va suivre les 2 derniers fights. Définitivement, sans nombre d'un doute. Avant de vous quitter les bums, il y a eu quelques annonces de combat la semaine dernière par Oncle Dana, on va en discuter. On a officialisé le title fight Islam Makhachev qui monte chez les 170 pour challenger le tout nouveau champion, le boy Jack de la Maddalena. JDM, si j'ai eu un blanc. Je t'ai vu de mes yeux vus au Centre Bell remporter la ceinture, mon Jack, je t'oublierai jamais. Est-ce que c'était one and done pour Jack, puis il va se faire piece up, soumettre par Makhachev? Pas impossible. Makhachev, pound for pound numéro 1, complet. Sur tous les aspects du combat. Probablement le meilleur fighter sur le roster. Topuria est en train de le coller dans le cul un peu, là, mais je pense que j'ai encore Makhachev numéro 1. Mais qu'est-ce que JDM était capable de faire contre Belal? C'est impressionnant. On n'a pas le choix de penser qu'il va donner du fil à retordre à Islam Makhachev. Ça va être le main event de l'UFC 322, si je me trompe pas, mais c'est MSG. Ouais, 322 MSG le 15 novembre prochain, headliné par Islam Makhachev et Jack de la Maddalena. Co-main event, un autre champion qui monte de division. Cette fois-ci, c'est Zhang Weili, Remember Me, qui monte chez les 125 livres pour challenger une autre qu'on a vue à Montréal le 15 mai, Valentina Shevchenko. Ça, c'est fucking gros fight. Honnêtement, là, je pense que Valentina va être capable de garder sa distance, évidemment. Weili Zhang, moins imposante physiquement qu'une Manon Fiorot, qui avait très bien fait à Montréal. Fiorot avait été en mesure de mettre de la pression en masse puis de rendre ça tough là, pour Shevchenko. Ça va être un différent style match-up, évidemment. Quoique Zhang Weili est un peu un petit bull, elle, avec risque de évidemment vouloir couper la distance face à Shevchenko parce que sinon ça va être une longue soirée. Mais gros back-to-back fight, MSG, Dana White qui confirme, JDM contre Islam, co-main event, Valentina contre Zhang Weili, ça va être sick. Également sur cette carte-là, UFC 322, à New York, ça promet Carlos Praches, un autre Fighting Nerds, qui va affronter Leon Edwards. Donc Praches qui a callé out Leon Edwards à son dernier fight. Puis son vœu est exaucé. Il va affronter l'ancien champion au Madison Square Garden le 15 novembre prochain. Praches contre Leon Edwards. Zhang Weili laisse sa ceinture vacante chez les 115 pour aller affronter Valentina Shevchenko, ce qui fait qu'on a un title fight qui se rajoute à l'UFC 321. Main event de cette UFC-là, 321 le 25 octobre. C'est Tom Aspinall contre Cyril Gane. Co-main event pour la ceinture vacante des 115 livres, des poids paille. Mackenzie Dern, la brésilienne, contre une autre brésilienne, Verna Jandiroba. 2, c'est le rematch entre les deux brésiliennes. Cette fois-ci pour la ceinture des 115 livres. Mario Bautista qui va affronter Umar Nurmagomedov sur cette carte-là aussi le 25 octobre. Donc gros combat chez les 135 livres. Et c'est pas mal tout pour les grosses annonces. Manel Cap contre Brandon Royval qui a été annoncé pour l'UFC 112 le 13 décembre. Ce qui va être la dernière carte de l'UFC gros fight. Manel Cap contre Brandon Royval. Est-ce que ça va arriver? Who knows? Manel Cap qui est un abonné du pull-out ces temps-ci. Mais si ça se concrétise, ça va être un petit fight. C'était ça les chums. Grosse mise à jour de ce qui se passe dans le milieu des sports de combat. Likez la vidéo, commentez. Partagez évidemment, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Puis man, on se voit la semaine prochaine. Peace out.